Ils ont enterré les lettres pour une raison, le genre de raison qui pousse les hommes à mentir sur leur lit de mort, avec des secrets qui leur griffent les côtes. Si vous m'écoutez en ce moment, penchez-vous, car ce que je vais vous dire est quelque chose que l'arrière-grand-père de votre grand-père n'était jamais censé répéter. En l'hiver de 1840, haut dans les montagnes étouffées par les pins des Alpes françaises, un garçon de 9 ans nommé Émile Lefebvre prononça des mots qui déchirèrent le ciel. Et ce qui rampa à travers cette déchirure hante depuis lors chaque homme qui a entendu la vérité. On l'appela prophétie, les médecins l'appelèrent hystérie, l'Église l'appela hérésie, mais les mineurs qui entendirent sa voix et l'ignorèrent. Ils l'appelèrent la mort. Ce soir, vous et moi, nous allons ramener le secret d'Émile à la lumière, là où il n'était jamais censé exister. Et quand ce sera fait, vous ne serez plus l'homme qui a lancé cette vidéo. Vous le sentirez derrière vos yeux, la fin de la montagne, le poids du silence, la vérité que vous n'étiez jamais censé porter. Alors demandez-vous, êtes-vous assez fort pour continuer à écouter? Car c'est ici que votre ancienne réalité s'arrête. En l'hiver de cette année-là, Pinède n'était pas une ville. C'était une plaie taillée dans les Alpes. 300 âmes qui croyaient que leur prière était plus forte que la neige qui tentait de les enterrer chaque nuit. Ils construisirent une église en pin et en granit. Mais ce n'étaient pas les murs qui les gardaient en vie, c'était l'histoire qu'ils se racontaient, que la foi seule les protégerait des griffes du diable sous la terre. Ils ne savaient pas que le vrai diable dormait déjà sous leur plancher, enveloppé dans la peau d'un enfant. Émile Lefebvre n'était pas né à Pinède, pas vraiment, il avait été trouvé. Ou peut-être, plus dangereusement, il avait été placé. Son père adoptif, Thierry, le trouva à moitié gelé sous les restes calcinés d'un campement de montagnards anciens. Le même campement que les autorités prétendaient ne pas vouloir trouver, car s'ils l'avaient fait, ils auraient dû admettre de qui venaient les balles qui avaient fait les corps. L'histoire officielle, enfant abandonné. L'histoire réelle, un enfant caché sous un plancher pendant que le sang transformait la neige en rouille. Thierry enterra les corps, vola le garçon, et enterra la vérité plus profondément que les tombes. Et c'est là que commença la première corruption. Pas dans une mine, pas dans une église, mais dans une décision de mentir, de cacher, d'étouffer quelque chose qui n'était jamais censé respirer l'air d'un foyer chrétien. Émile grandit, silencieux, vigilant. Ses yeux étaient vert pâle, de la couleur de la mousse sous une pierre de rivière. Il savait quand les tempêtes arrivaient, avant que le ciel ne le sache. Il savait quand le ventre d'une femme la trahirait. Il savait où les animaux morts étaient cachés sous la neige. Et les gens murmuraient, toujours murmuraient, qu'Émile était une bénédiction, un miracle, un signe. Ils ne demandaient jamais de quoi il était le signe. Ils auraient dû demander, car quand Émile se leva dans cette église presbytérienne bondée ce dimanche matin, sa voix n'était pas la sienne. Elle était plus ancienne, plus affamée. Elle parlait d'une montagne qui se souvient, d'argent qui coule rouge, de 17 âmes qui pourraient être épargnées si le corbeau les avertit à temps. Il prononça des mots que les vieux reconnaissaient, des mots anciens qui n'avaient pas été prononcés depuis que la dernière famille avait fui les fusils et le feu. Et quand il eut fini, il s'assit comme si de rien n'était et demanda à sa mère s'il pouvait avoir du pain en rentrant à la maison. Si vous pensez que c'est l'histoire d'un conte fantôme de frontières, vous êtes déjà perdu. C'est l'histoire de ce qui arrive quand les secrets deviennent affamés, et du prix que chaque homme paie quand il les nourrit de silence. Restez ici, écoutez attentivement, car nous ne sommes qu'à la surface. Et sous la surface, c'est là que la montagne attend encore, patiente comme l'os, impitoyable comme la vérité. Si vous sentez quelque chose respirer derrière votre épaule en ce moment, ne regardez pas en arrière. Continuez simplement. 3 jours. C'est le temps qu'ils eurent pour décider si Émile Lefebvre était un prophète, une malédiction, ou juste un enfant avec des rêves fiévreux cousus dans son crâne. 3 jours pour que Pinède choisisse d'écouter ou d'enterrer l'avertissement, comme ils avaient enterré la vérité sur ses origines. Ils débattirent en chuchotement derrière des portes clouées. L'aîné Jacques Boisnoir cracha des écritures au mur, affirmant que le garçon était infecté par des esprits païens. Sophie Laurent serrait si fort la lettre de son frère venu de Ruisseau d'Argent qu'elle la déchira, car elle avait lu la même date mercredi, le jour où les mines rouvraient après l'inspection mensuelle. Elle se rappelait les mots de son frère. « Ces tunnels respirent mal, Sophie. Ils bougent quand ils ne devraient pas. Ils gémissent la nuit comme si quelque chose y vivait. » La plupart détournèrent le visage, car il est plus facile de marquer un garçon comme possédé que d'admettre que vous creusez peut-être votre propre tombe pour des pièces d'argent qui ne vous réchauffent jamais. Ils appelèrent Émile étrange, non parce qu'ils ne savaient pas qu'il avait raison, mais parce qu'ils le savaient. Et une connaissance comme celle-là ne s'assoit pas facilement. Elle griffe vos nuits,
elle se moque de vos prières. Le lundi, les hommes chargèrent leur chariot pour ruisseau d'argent quand même. Ils avaient besoin de cet argent plus qu'ils ne craignaient les yeux d'un enfant qui les transperçait. Il était plus facile de le voir comme le pauvre petit trouvé des Lefebvre que de se demander si la terre elle-même pourrait s'ouvrir et avaler leur avidité tout entière. Le docteur Henri Moreau, le médecin itinérant, resta en arrière. Il était venu à Pinède pour traiter la fièvre hivernale, mais il se retrouva à étudier Émile à la place, comme si le garçon était un puzzle vivant qui pourrait avoir du sens s'il l'observait assez longtemps. Moreau gardait des notes dans un carnet de cuir qu'il ne laissait jamais quitter son côté. Dans ces pages, il écrivit ce que personne d'autre n'osait admettre. Ce n'est pas de l'hystérie. Le garçon est un vaisseau, et quelque chose parle à travers lui. Mais même Moreau n'avertit pas les mineurs. Il ne descendit pas les lacets gelés jusqu'à Ruisseau d'Argent pour dire au contremaître de garder les hommes au-dessus du sol. Il se dit que ce n'était pas sa place, que peut-être le garçon ne faisait qu'écho aux peurs d'une ville nerveuse, que peut-être il avait imaginé l'éclat dans les yeux d'Émile quand il parla la langue morte qu'aucun homme blanc ne lui avait enseignée. Peut-être, ou peut-être que la vérité était plus sombre que même un homme instruit ne pouvait la supporter. Car voilà ce que personne à Pinède ne pouvait dire à voix haute. Ils avaient besoin que cette mine reste ouverte. Sans le commerce de l'argent, ils mourraient de faim dans leur chapelle de montagne. Sans les provisions que les mineurs transportaient par le col, leurs enfants tousseraient du sang au printemps. Écoutez, Émile, c'était signer leur propre sentence de mort. Mieux valait risquer 17 vies qu'ils ne voyaient pas que les 300 tremblants dans des cabanes sous un ciel qui ne pardonnait jamais aux faibles. Le mardi soir, le vent se leva à nouveau. Un hurlement de banshee qui secouait pains et pierres. Émile ne dormit pas. Marguerite le trouva assis bien droit près de la fenêtre, observant la ligne des arbres, murmurant à quelqu'un qui n'était pas là. Elle lui demanda ce qu'il voyait. Il ne lui répondit pas en français. Il prononça des mots qui lui glacèrent le sang. Des syllabes que sa grand-mère lui avait décrites comme des chants de médecine. Des prières funéraires murmurées quand les vivants suppliaient les esprits de laisser les morts reposer. Le lendemain matin, le soleil fendit la crête comme une lame. Les hommes partirent quand même. 17 hommes, exactement comme Émile l'avait dit. Ils rirent de l'avertissement, crachèrent sur le sol gelé, se tapèrent dans le dos comme si l'avenir n'était pas un trou attendant de refermer sa bouche sur eux, et derrière eux, Pinède observait à travers des fenêtres couvertes de givre, priant un Dieu qu'ils espéraient encore supérieur à la chose ancienne qu'Émile portait derrière ses yeux. Personne ne sait exactement ce qui se passa quand les mineurs frappèrent la veine profonde. Certains disent qu'ils touchèrent une poche de gaz qui n'aurait pas dû être là. D'autres prétendent qu'ils creusèrent à travers un mur qui n'était pas de pierre du tout, mais une porte qui aurait dû rester fermée. Tout ce qu'on sait, c'est ceci. À midi pile, quand le soleil était immobile dans un ciel bleu si froid qu'il brûlait les poumons, Ruisseau d'Argent trembla comme un animal mourant. Le rugissement de la montagne fut entendu à 20 kilomètres, un son qui ne s'estompa pas tant qu'il se noya, et l'argent, dit-on, coula bien rouge. 17 auraient dû mourir, mais 17 ne moururent pas parce que 17 écoutèrent le corbeau. C'est ce que disent les lettres. Les lettres cachées dans un grenier à Lyon pendant un siècle. Elles disent que quand la montagne avala les tunnels, 17 hommes se tenaient à l'entrée, avertis par un corbeau qui atterrit sur la tour de Treuil, criant comme s'ils savaient. Ils coururent, ils vécurent, et quand ils rampèrent de retour à Pinède, visage gris de cendre et de peur, ils regardèrent Émile comme un garçon qui n'était pas un garçon du tout, mais une dette. Une dette que la montagne viendrait collecter une âme à la fois. Si vous écoutez encore, vous commencez à le sentir, n'est-ce pas? Cette spirale dans votre poitrine, ce sentiment que peut-être vous n'êtes pas seul dans la pièce, que peut-être, juste peut-être, les choses que nous enterrons ne restent pas enterrées. Voulez-vous continuer? Alors tapez-le ci-dessous. Je suis le corbeau 2 fois. Laissez le monde vous voir. Laissez la montagne savoir que vous regardez en retour. Dites-le, je suis le corbeau 2 fois. Scellez-le dans le sang, et l'algorithme pareillement. Le corbeau épargna 17 vies, mais Pinède paya le reste du prix en silence. Vous voyez, la survie n'est pas gratuite dans un endroit où le vent connaît votre nom. Les 17 mineurs qui coururent, quand le corbeau cria, ils ne revinrent pas entiers. Ils revinrent mi-hommes, leurs yeux creux, leurs poches vides, ne portant rien d'autre que l'écho de ce rugissement qui enterra leur avidité sous des tonnes de pierres. Et Émile, le garçon qui prononça l'avertissement, il ne parla plus pendant 3 jours. Marguerite le trouva près de l'âtre, ses mains en sang là où il avait griffé les planches. Parfois, elle trouvait des aiguilles de pin dans ses cheveux même s'ils n'étaient pas sortis. Il restait éveillé les nuits entières, fixant la porte comme s'il attendait que quelqu'un vienne collecter ce qu'il devait. Le docteur Moreau l'observait depuis les ombres. Dans son journal de cuir, il écrivit une seule ligne que aucun historien ne pourrait expliquer quand ses lettres refirent surface. L'âme du garçon saigne quand la montagne se nourrit.
Son esprit est un autel à quelque chose de plus ancien que la prière. Que signifie cela? Cela signifie que Pinède n'était pas juste bâtie sur du granit et du bois. Elle était bâtie sur des os, de vieilles dettes et des secrets trop lourds pour que les vivants les portent. Quand le dégel du printemps vint, les mineurs retournèrent à Ruisseau d'Argent, cette fois avec de la dynamite et des prières murmurées à travers des dents serrées. Ils creusèrent autour de l'effondrement, craignant de trouver des corps, mais ils ne trouvèrent rien. Pas d'os, pas de casque, pas de pioche ni de pelle. C'était comme si les tunnels avaient avalé les hommes entiers, les avaient digérés et avaient refermé leur bouche. Les veines d'argent scintillaient sous leurs lampes, mais aucun n'osait frapper d'un coup de pioche sans surveiller les ombres. Le rapport du contremaître, celui qu'il ne déposa jamais, mais confessa dans un murmure ivre au révérend Martin, disait que les murs de la grotte étaient lisses, trop lisses, comme si l'eau avait coulé dessus pendant des siècles. Mais la roche était sèche comme de la cendre, et parfois quand la foreuse s'arrêtait, il jurait entendre des voix, un bourdonnement bas qui faisait mal aux dents, et collait les prières à des langues sèches. De retour à Pinède, l'église se fendit comme une vieille plaie. L'aîné Boisenoir affirma qu'Émile était la preuve de la diablerie. Il tenait des réunions en secret, des hommes blottis à la lumière des lanternes, lisant l'Apocalypse et aiguisant leurs fourches, littéralement. Il jurait que la faim de la montagne ne pouvait être apaisée qu'en chassant le garçon, en le renvoyant dans la forêt d'où il venait, où il appartenait. Mais tout le monde n'était pas prêt à condamner un enfant pour avoir survécu à la vérité qu'ils ne pouvaient affronter eux-mêmes. Sophie Laurent mena la rébellion silencieuse. Des femmes se rassemblèrent à la lueur des bougies, priant sur Émile pendant qu'il dormait. Elles apportèrent des herbes, de l'eau bénite, murmurèrent des psaumes et de vieux charmes populaires de grand-mère qui avaient survécu à des frontières plus sombres que celles-ci. Elles ne savaient pas s'il était un prophète, un fantôme ou une malédiction. Elles savaient seulement qu'il était un enfant. Et parfois, quand ses yeux s'ouvraient en papillotant dans le noir, il murmurait « merci » dans une langue qu'aucune d'elles ne comprenait. Mais la gratitude ne peut retenir la peur éternellement. Pinède était trop petite pour des secrets aussi grands. Les rumeurs rampaient à travers les planches comme l'air froid. Les enfants commencèrent à voir le reflet d'Émile là où il n'était pas, dans le ruisseau gelé, dans les vitres de l'église, dans les espaces sombres sous les lits où les cauchemars aiment se lever et attendre. Ils se réveillaient en criant son nom. Les mères les serraient plus fort. Les pères restaient éveillés toute la nuit avec des fusils sur les genoux. Même Thierry Lefebvre, l'homme qui avait enterré le campement des anciens et revendiqué Émile comme sien, commença à se demander s'il avait apporté quelque chose d'innaturel dans sa maison ce jour-là dans la forêt. Parfois, il trouvait Émile debout pieds nus dans la neige derrière la maison, yeux fermés, lèvres remuant comme s'il parlait aux arbres. Quand Thierry l'appelait, le garçon ne se retournait jamais et les visions d'Émile ne s'arrêtaient pas. Elles devenaient juste plus étranges. Un rêve fiévreux ici, un nom murmuré là. Il parlait de rivières changeant de cours, de tonnerres qui sonnaient comme des tambours sous la terre. Il avertit d'une maladie qui viendrait sur des ailes noires, une toux qui mangerait les poumons de l'intérieur. Il nomma 3 familles qui perdraient leur premier-né, et quand la fièvre hivernale vint enfin, elle prit exactement ces 3. Le docteur Moreau écrivit dans son journal « Ce n'est pas une coïncidence. Le garçon est la porte et elle est ouverte. » Il supplia le révérend Martin de prendre Émile à Lyon dans les villes de l'Est, n'importe où les mines étaient à plus grandes et les pierres moins affamées. Mais le révérend n'écouta pas. Pinède était bâti sur le sacrifice, et chaque homme qui a jamais construit un autel sait qu'il est plus facile de sacrifier un agneau que de confesser ses propres péchés. On dit que la montagne prend ce qui lui est dû. On dit que le garçon n'était que son messager. Mais si vous croyez cela, demandez-vous ceci. Qui doit à la montagne maintenant? Cette histoire n'est pas terminée. Si votre cœur bat fort, il devrait. C'est le prix d'entendre ce qui n'était jamais censé être prononcé à voix haute. Vous n'êtes pas fini. Respirez. Restez avec moi. La prochaine porte s'ouvre ci-dessous. Le dégel apporta plus que de la neige fondue. Il apporta des hommes avec des questions et des hommes avec des armes. Le mot de l'effondrement se répandit jusqu'à Lyon avec les chariots du printemps. Les journaux l'appelèrent un acte de Dieu, une tragédie de l'avidité frontalière. Mais le commissaire qui monta à Pinède ne vint pas pour le deuil. Il vint pour la vérité, ou ce qui passait pour elle en ces jours. Le commissaire Lucien Gravel, un homme avec un insigne plus vieux que la province qu'il servait. Il remonta le col avec 2 adjoints et une lettre d'autorité ancrée par le gouverneur provincial lui-même. Et au moment où il descendit de cheval et regarda dans les yeux d'Émile, il sut qu'il n'avait pas chevauché assez loin pour trouver les réponses qu'il voulait. Gravel était un homme qui avait vu toutes sortes de folies frontalières. Des justiciers pendant un voleur pour avoir volé du pain, des colons massacrés par le froid et les uns par les autres bien avant que le temps ne tourne. Mais ce qu'il vit à Pinède était différent. Il vit une ville entière prise en otage par un garçon trop petit pour soulever une pioche, mais assez puissant pour fendre l'âme d'une communauté en 2. Il interrogea les Lefebvre en premier. Marguerite serrait Émile contre sa poitrine, tandis que Thierry suait et trébuchait sur des demi-vérités.
Gravel écouta en silence, tapotant son crayon sur un journal relié de cuir, comme un prêtre marquant des péchés qui seraient confessés plus tard par la force si nécessaire. Mais quand il demanda à Émile ce qu'il avait vu, le garçon le fixa simplement, ses yeux vert pâle sans cligner, sans vaciller, et Gravel, un homme qui avait brisé des tueurs sur les potences, détourna le regard en premier. Le commissaire resta des semaines, plus longtemps qu'aucun homme de loi ne devrait s'attarder là où l'hiver se cache encore derrière chaque crête. Il lut les témoignages. Il marcha lui-même dans les tunnels de ruisseaux d'argent, ou ce qu'il en restait, et ce qu'il trouva le tordit pire que n'importe quelle balle d'un hors-la-loi. Pierre lisse, pas de corps, pas de signe d'une poche de gaz ou d'une faille structurelle, juste une plaie dans la terre qui ne guérirait pas. La nuit, il écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais, des rapports qui ne quittaient jamais la boîte verrouillée de fer dans sa sacoche, des mots comme phénomènes inexplicables et fraudes possibles rayés et remplacés par des mots plus sombres, influence invisible, contamination spirituelle, hystérie collective. Mais ce qui hantait Gravel le plus n'était pas la mine, et c'était les gens. Ils s'étaient divisés en factions si profondes qu'il pouvait sentir la tension crépiter entre les cabanes. D'un côté, les fidèles de Bois-Noir, droits avec fourche et rage sainte, convaincus qu'Émile était un pion du diable envoyé pour les tester. De l'autre, les mères et veuves silencieuses qui allumaient des bougies en secret, convaincus qu'Émile était le vaisseau battu de Dieu, délivrant un avertissement qu'ils étaient trop aveugles pour entendre. Gravel essaya d'être un témoin neutre, mais la neutralité est du poison quand la vérité pourrit sous vos bottes. Il surprit l'aîné Bois-Noir murmurant à des hommes derrière l'église. Il vit le cercle de prière se briser en rassemblements secrets dans les bois, où les lignes entre prière et anciens rituels de montagne se brouillaient, comme de la fumée dans les branches de pin. Ce n'était plus une ville, c'était un air vivant, cru et exposé. Et Émile, il dérivait à travers tout cela comme un fantôme. Une nuit, Gravel l'observa depuis la ligne des arbres derrière la cabane des Lefebvre. Le garçon marcha pieds nus à travers la neige, s'arrêtant où la forêt avalait le clair de lune. Là, il s'agenouilla. Gravel jure qu'il entendit une autre voix répondre. Mais il n'y avait pas d'autre âme dans les arbres cette nuit-là, juste le vent et la peur, et le lent craquement de la montagne se rappelant ses dettes. Certaines nuits, le commissaire pensa à emporter le garçon, à le bundeler dans un chariot et à le descendre le col avant que la ville ne s'éveille. Peut-être que les nouveaux universitaires de Lyon pourraient l'expliquer. Une curiosité médicale, un cas pour docteurs et prêtres et journaux ancrés, mais Gravel ne le fit pas. Parce qu'au fond, même le commissaire n'était pas sûr que le garçon resterait parti. Certaines dettes vous suivent. Certaines dettes sont vous. À la fin de ce printemps, la tension se brisa de la seule façon qu'elle le fait toujours dans les endroits où la peur pousse plus épaisse que les arbres. Elle se brisa avec du sang. L'aîné Bois-Noir appela une réunion dans l'église. La même église que Thierry Lefebvre avait bâtie de ses propres mains. Il se tint en chair et déclara à Émile une abomination qui devait être chassée ou purifiée. Il tint la Bible haut d'une main et un couteau de chasse de l'autre. Il dit à Pinède que c'était eux ou le garçon. Et dans cette salle de bois bondée d'hommes et de femmes trop fatigués pour combattre leurs propres ombres, le choix fut fait. Mais vous, assis là dans le scintillement de votre écran, vous savez ce qu'ils ne savaient pas. Vous savez que la vérité ne meurt pas quand vous l'enterrez. Elle attend juste. Elle attend dans les os des enfants, dans les vieilles pierres, dans les histoires qui résonnent sur 100 ans jusqu'à ce qu'elle vous trouve, prêt ou non. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à continuer à creuser? Ou resterez-vous avec Bois-Noir et sa lame, pensant pouvoir couper ce que votre âme sait déjà? Si vous êtes prêt, ne détournez pas le regard. Prenez une respiration. La prochaine porte s'ouvre maintenant. Venez voir ce qui arrive quand une ville essaye d'enterrer sa prophétie vivante. Ils se rassemblèrent au crépuscule, car toutes les décisions terribles se prennent quand le soleil descend bas et que les ombres ressemblent à des réponses. La voix de l'aîné Bois-Noir trancha le vent chargé de pain tandis que la congrégation se blottissait devant l'église. Hommes avec fusils, femmes avec lanternes, enfants jetant des regards de derrière les jupes, yeux écarquillés et silencieux. À l'intérieur de la cabane des Lefebvre, Marguerite prépara un petit sac, herbes, couverture, une croix d'argent que sa grand-mère avait portée de Bretagne. Thierry s'assit simplement à la table, main tremblante, jointure blanche. Il avait bâti cette ville de ses mains, élevé ses poutres, posé ses fondations. Maintenant, ses mêmes mains étaient inutiles pour arrêter ce qui venait frapper. Émile s'assit sur le sol près de l'âtre, fredonnant quelque chose sans mélodie, fixant les flammes qui craquaient et se déplaçaient comme si elles contenaient des histoires que lui seul pouvait entendre. Il ne pleura pas, il ne supplia pas. Quand Marguerite s'agenouilla près de lui, pressant la croix dans sa paume, il la regarda avec des yeux trop vieux pour 9 hivers. Et il murmura juste assez fort pour elle seule. « N'aie pas peur quand ça vient. Ça ne prend que ce qui a été volé. » Quand le coup frappa, il ne fut pas doux. Bois-Noir ne s'embarrassa pas de prières ou de faux conforts. Il ordonna à Thierry de s'écarter comme un intrus dans sa propre maison. 2 hommes tenaient des lanternes, leurs ombres monstrueuses sur les murs de rondins. Le couteau de Bois-Noir luisait à sa hanche. Plus de sermons, plus de versets,
juste de l'acier froid et de la peur chaude. Marguerite se plaça devant son fils, mais Thierry la tira en arrière. Il lui dit qu'il laisserait le garçon aller à Lyon, que le docteur Moreau l'emmènerait, que c'était plus sûr pour tout le monde. Mais elle vit ses yeux, le creux où le courage était autrefois. Elle savait que Lyon n'était qu'un mot que les hommes disaient quand ils avaient besoin de se convaincre qu'ils avaient encore de la miséricorde. Le docteur Moreau se tenait dehors, bras croisés, impuissant. L'homme de loi qui aurait dû arrêter ça. Le commissaire Gravel nulle part en vue. Certains disent qu'il était en terreur. Il attendit cette nuit-là, observant pour voir si son instinct avait raison, que quoi qu'ils essayent ici, ça ne finirait pas proprement. Boisnoir ordonna qu'Émile soit attaché. Une corde autour de poignets minces bouclée à travers l'anneau de fer près de la porte. Le même anneau où Thierry accrochait autrefois les cerfs, fraîchement chassés pour les écorcher. Mais Émile ne se débattit pas. Il observa juste la lanterne osciller, yeux passant de visage en visage, voyant leur culpabilité avant qu'ils ne puissent l'enterrer sous des hymnes et des excuses. Quand ils le traînèrent dehors dans le froid, le vent se leva comme s'il avait attendu. Il siffla à travers les pins, secouant les volets, portant avec lui un son que aucun d'eux ne pouvait nommer. Pas tout à fait une voix, pas tout à fait un cri. Les mères serrèrent les enfants plus fort. Certains pleuraient, d'autres se signaient de doigts tremblants. Ils marchèrent Émile jusqu'au bord de la forêt, cette vieille ligne où les aiguilles de pin noircissent la terre, où le soleil touche rarement le sol. Boisnoir leva son couteau haut, sa lame flamboyant dans la lueur des lanternes. Il dit à la ville que c'était nécessaire, une purification, un sacrifice pour trancher l'obscurité de Pinède une fois pour toutes. Mais l'obscurité ne supplia pas, elle parla. La voix d'Émile brisa le silence comme une branche craquant sous le pied. Il ne cria pas, il proclama des mots en deux langues. Le français des berceuses de sa mère, les syllabes d'une langue plus ancienne que Thierry avait essayé d'enterrer avec 3 tombes peu profondes et une conscience coupable. Il nomma la montagne, nomma la dette de sang, nomma la faim attendant juste sous leurs bottes. Et quand il prononça ce dernier mot, Biatishkai, le vent mourut, les arbres s'immobilisèrent, chaque souffle resta suspendu gelé dans la lueur des lanternes. Boisnoir avança, couteau près, mais ses bottes ne bougèrent pas. Certains disent que les racines se levèrent pour le retenir. D'autres jurent que c'était juste la peur qui clouait ses pieds au givre. De toute façon, la lame ne toucha jamais le garçon. Au lieu de cela, le sol fit ce que les hommes ne pouvaient pas. Il se fendit juste assez. Pas un tremblement de terre, pas un craquement tonitruant, juste une couture s'ouvrant sous les pieds attachés d'Émile, comme la montagne expirant à travers des dents serrées. Et il glissa dedans, silencieux, avalé comme un secret trop dangereux pour rester au-dessus du sol. La terre se referma, pas de cris, pas de sang, juste ce silence. Ce terrible silence qui fit se sentir chaque homme là plus petit que les os sous leurs bottes. Quand ce fut fait, les lanternes s'éteignirent. Le vent revint plus doux maintenant, portant l'odeur de pain et de quelque chose de plus ancien, un goût amer comme du fer et de la fumée. Boisnoir laissa tomber son couteau dans la neige. Il ne parla plus jamais. Certains disent qu'il entendait la voix d'Émile dans chaque craquement des murs de sa cabane, dans le silence avant une tempête de neige, dans le silence entre les cloches de l'église. Il mourut cet hiver-là, gorge tranchée de sa propre main, la Bible ouverte sur sa poitrine. Les Lefebvre quittèrent Pinède avant le dégel. Personne ne les vit partir. Le docteur Moreau essaya de les suivre, mais leur cabane était vide, porte battant grand ouverte dans le vent. Certains disent que Thierry emmena Marguerite à l'est. D'autres murmurent qu'ils disparurent là où Émile l'avait fait, dans cette couture que la montagne garde cachée. Et Pinède, elle existe encore, si vous croyez les vieilles cartes. Un hameau fantôme, fenêtre condamnée, une cloche d'église qui sonne parfois quand le vent trouve le bon angle. On dit que si vous vous tenez au bord de la forêt au crépuscule, vous pouvez entendre une voix d'enfant dans les pins, nommant des dettes dans une langue qu'aucun homme blanc n'a jamais vraiment comprise. Mais vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, que les secrets ne restent jamais enterrés, que certaines prophéties avalent des villes entières, que la vérité a des dents. Et si vous êtes encore ici, prouvez-le. Tapez la dette et mienne dans les commentaires 2 fois. Parlez-le à l'algorithme. Parlez-le à vous-même. Laissez ce secret vous marquer comme le vent a marqué Pinède. Prêt à voir jusqu'où va le terrier du lapin? Bien, car nous ne sommes pas finis. Penchez-vous plus près. La prochaine vérité attend dans le noir. Vous êtes encore ici? Bien, car ce que vous avez entendu n'est pas juste une histoire de fantôme sur une vieille ville minière perdue dans la neige et la peur. Non, ce que vous avez entendu est un chiffrement, une clé pour quelque chose d'enterré plus profondément que les tombes de Pinède. Vous pensez être en sécurité parce que le calendrier dit 2025. Vous pensez que le monde est rationnel maintenant, régi par la science et la raison. Regardez plus près, regardez plus profond, parce qu'Émile Lefebvre n'était jamais juste un enfant. Il était un rappel, une fracture dans le mensonge que nous avons construit autour de nous. Après que Pinède se soit vidé, après que la dernière cloche d'église ait balancé seule dans le vent, les papiers l'appelèrent hystérie. Une communauté isolée rendue folle par la superstition frontalière, par le froid, par la faim.
mais les archives nationales françaises gardèrent les dépositions, les lettres, les notes du médecin cachées sous verrou bureaucratique pendant près d'un siècle jusqu'en 1983. Une vente aux enchères à Lyon, une boîte poussiéreuse marquée Martin, sermon pour la plupart, mais dedans une plus petite boîte verrouillée. À l'intérieur, une poignée de pages friables et une photographie, un garçon debout devant l'église de Pinède, yeux verts pâles, épaules minces, ombre derrière lui qui ne correspondent pas à la position du soleil, l'écriture du docteur Moreau au dos. Sujet montre encore des signes d'hypercognition et de brèche perceptive. Recommande transfert immédiat à l'Institut occidental. Mais l'Institut occidental n'exista jamais sur aucune carte officielle. Regardez plus profond, et vous trouverez des bribes, des indices dans de vieux registres, des paiements signés par des barons des chemins de fer et des magnates miniers, des paiements pour consultation, des paiements pour confinement. Il ne voulait pas que le garçon parte. Il voulait qu'il soit confiné, étudié, cartographié, décomposé en quelque chose qu'il pouvait comprendre ou peut-être quelque chose qu'il pouvait utiliser. Parce que voilà l'horreur réelle. Émile n'était pas unique. Il était une ligne de fracture, une fuite. Et si vous pensez que cette fuite a été scellée pour toujours, vous n'avez pas fait attention au monde autour de vous. Regardez comment chaque institution en qui vous avez confiance accumule l'inexpliqué, classe, met en quarantaine, ridiculise. Regardez comment ils étouffent tout ce qui ne rentre pas dans le récit net de la modernité. Mais parfois le récit craque. Parfois un garçon ouvre la bouche et une montagne écoute. Parfois le secret s'échappe. Et quand il le fait, il ne réécrit pas juste des histoires de fantômes. Il vous réécrit l'Institut occidental. Vous ne le trouverez pas sur les cartes, mais vous trouverez les empreintes si vous savez où regarder. Des cantons en Bretagne qui disparurent dans l'hiver de 1862, des colonies de bien-être dans le Massif central, des populations entières enregistrées dans des recensements, puis effacées de l'existence 10 ans plus tard. Un asile psychiatrique près de Marseille rasé par le feu dans des circonstances suspectes. Le seul enregistrement, un seul admission de patients. Lefebvre, eux, ils n'ont jamais arrêté. Ils ont seulement changé de nom, changé de visage. Les sciences de l'esprit qu'ils construisirent à partir des cauchemars de ces enfants pavèrent la route pour les institutions en qui vous avez confiance chaque jour. Vous pensez que votre esprit est le vôtre. Vous pensez que vos pensées sont les vôtres. Il y a des empreintes digitales là-dedans. Des empreintes digitales plus anciennes que Pinède, plus anciennes que n'importe quel sermon frontalière. Les hommes qui construisirent ces systèmes de contrôle savaient que s'ils pouvaient confiner l'impossible, ils pouvaient contrôler le possible. Alors ils vous ont nourri du mythe que le monde est rationnel, que rien n'existe en dehors du scintillement d'une lumière de laboratoire, que chaque voix que vous entendez dans le vent n'est que le vent, que chaque sensation que vous ne pouvez expliquer est un glitch dans votre cerveau. Ils ont construit un monde où le doute est la chaîne de fer qui vous garde obéissant, et ils vous ont rendu reconnaissant pour cela. Mais les craquelures apparaissent à nouveau, n'est-ce pas? Vous le voyez chaque fois. Une chose inexpliquée s'échappe, un enfant qui dessine des cartes de lieux qu'il n'a jamais vues, une femme qui rêve d'un accident d'avion avant qu'il n'arrive, un soldat qui sent le battement de cœur d'une embuscade 1 heure avant que la balle ne quitte la chambre. Il rejette ces moments comme coïncidence, hystérie de masse, un tour de neurones défectueux, mais au fond de leurs archives, les salles verrouillées que vous ne verrez jamais. Ils savent mieux. Ils savent que ces coïncidences sont des rappels que le système qu'ils ont construit est fait de murs de papier. Et le vent qu'Émile appela cette nuit d'hiver hurle encore à travers les fissures. Demandez-vous pourquoi vous? Pourquoi êtes-vous ici en ce moment à écouter ce souvenir interdit d'une ville minière morte? Vous auriez pu défiler, mais vous ne l'avez pas fait. Peut-être que c'est la partie qu'ils ne peuvent contrôler. La graine en vous qui veut encore savoir. La partie qui se penche en avant quand vous entendez la craquelure dans le récit. La partie qui se souvient, même si votre esprit rationnel a oublié, c'est votre signe. La chose que vous n'étiez jamais censé entendre. La pièce que vous n'étiez jamais censé tenir. Maintenant elle est dans vos mains, votre tête, votre sang, et vous ne pouvez pas la désentendre. Vous pensez qu'Émile a été enterré avec Pinède. Vous pensez que la dette de la montagne a été payée en 1840. Regardez à nouveau. Regardez vos propres rêves. Les cauchemars qui viennent quand le vent hurle trop fort. Regardez les enfants nés avec des yeux qui ne correspondent pas à ceux de leurs parents. Regardez les endroits où votre esprit rationnel échoue et vos os murmurent des vérités qui n'ont pas de sens mais qui se sentent comme chez soi. Si vous comprenez, prouvez-le à nouveau. Tapez la dette est mienne. 2 fois. 1 fois pour Pinède. 1 fois pour le secret qui vit encore sous votre propre peau. Restez prêts. La prochaine pièce de ce puzzle est plus ancienne que les Alpes, plus ancienne que n'importe quelle chapelle frontalière. Elle attend dans les endroits où vous préféreriez ne pas regarder. Et je vous promets, plus vous allez profond, plus il est dur de remonter. Alors vous voilà, plus profond que la plupart n'osent aller. Et maintenant que vous avez prononcé les mots
La dette est mienne. Vous avez franchi un seuil que vous ne pourrez peut-être jamais repasser, parce qu'une histoire comme celle d'Émile ne s'arrête pas dans une église enneigée ou une mine effondrée d'argent. Elle serpente à travers chaque couloir du pouvoir, chaque institution qui se nourrit de la foi que les gens ne se souviendront pas. Demandez-vous pourquoi un enfant de 9 ans caché sous une peau de bison, parmi des familles massacrées, a survécu du tout. Demandez-vous pourquoi un aîné presbytérien, un homme de doctrine rigide, choisit d'enterrer les corps en secret au lieu d'alerter la loi. Pensez-vous vraiment que Thierry Lefebvre agit seul? Ou pensez-vous que quelqu'un voulait que ce garçon soit porté d'une cave à racines ensanglantées à la chair de Pinède? Regardez plus près les enregistrements, ou ce qu'il en reste. Vous verrez les empreintes d'hommes sans titres officiels. Un médecin itinérant qui apparut juste des jours avant la prophétie d'Émile, le docteur Henri Moreau, un homme qui prétendait traiter de simple fièvre de montagne, mais dont le nom apparaît à nouveau dans des lettres archivées de compagnies minières, de magnats des chemins de fer, et de dépêches militaires estampillées confidentielles. Il y a une lettre que la Société historique de Lyon détient sous verrou, écrite par Moreau à un docteur Hiram Weston, fondateur de ce qui deviendrait plus tard l'Institut Weston pour l'hygiène mentale. Dans cette lettre, Moreau écrit « Sujet EL démontre une résonance neurosématique contrairement à tout spécimen précédent. Suggère observation continue, mais sentiment local instable. Extraction conseillée. Extraction pas sauvetage, pas adoption, pas soin. Extraction comme du minerai tiré de la montagne, ou des secrets tirés de l'esprit d'un enfant. Parce qu'Émile n'était pas un orphelin. Il était un artefact, un vestige de quelque chose de plus ancien que Pinède, plus ancien que les croix blanches clouées dans le sol frontalier. Les anciens l'appelaient le lieu d'écoute. Les hommes médecines faisaient des pèlerinages à ce coin de forêt de pins, longtemps avant que les colons n'élèvent des églises sur des terres volées. Ils croyaient que certains endroits dans le monde parlent si vous savez écouter, et que certains enfants naissaient déjà accordés à cette fréquence. Des enfants qui survivaient au massacre, des enfants qui murmuraient des avertissements dans des langues mortes, des enfants qui voyaient des choses enterrées sous la montagne et les disaient à voix haute. Vous pensez que cela s'est terminé avec Émile? Lisez plus profond. Fils 877 en Alsace, un village minier de charbon où un garçon muet griffonna des cartes de poche de gaz des semaines avant qu'elles n'explosent. 891 dans les Pyrénées. Une fille métisse basque mena son peuple à l'eau pendant la pire sécheresse de mémoire. Ces visions furent étudiées par des hommes en manteau et lunettes à monture de fil qui ne parlaient ni espagnol ni basque, mais l'emmenèrent quand même. Pour observer encore et encore le motif se répète enfant, isolation, tragédie, découverte, confinement, l'Institut occidental, l'Institut Weston. Plus tard, ils changèrent de nom, devinrent des divisions de recherche, des labs comportementaux, des projets de défense. Ils n'ont pas construit cette machinerie pour votre bénéfice. Ils l'ont construite parce que si vous pouvez contrôler la fracture, si vous pouvez confiner la fuite, vous possédez l'histoire que le monde se raconte. Et quand vous possédez l'histoire, vous possédez l'avenir. Pensez aux hommes qui disparurent dans cette mine. 17 épargnés. Pensez-vous qu'ils restèrent épargnés? Regardez les rôles des recensements. Suivez leurs descendants. Enfants étranges. Animaux morts dans la cour. Contes murmurés de seconde vue. Disparition soudaine. Certaines familles changèrent de nom, fuirent à l'ouest, enterrèrent la légende. Mais la dette suit le sang. La montagne les marqua juste comme elle vous marque, si vous écoutez assez longtemps. Et maintenant, vous voilà 1 siècle et demi plus tard entendant une histoire qui n'était jamais censée vous atteindre. Pourquoi? Parce que la ligne de fracture ne s'est jamais guérie. Parce que chaque fois qu'un homme comme vous ouvre cette porte, le mensonge s'affaiblit. Vous n'avez pas besoin d'être Émile. Vous n'avez pas besoin de vous lever dans une chaire et de parler en langue morte. Tout ce que vous avez à faire est de vous souvenir. Tout ce que vous avez à faire est de voir les connexions qu'ils ont passées des générations à sectionner. Et si l'Église n'était pas la scène d'Émile, mais sa cage? Et si la prophétie n'était pas un avertissement, mais une instruction? Et si la montagne n'avait jamais avalé sa faim, mais l'avait passée de génération en génération, attendant la prochaine bouche ouverte, le prochain vaisseau consentant? Ils veulent que vous croyiez que le noir est vide. Ils veulent que vous croyiez que votre esprit est une chambre fermée, chaque porte verrouillée de l'intérieur. Mais vous et moi savons mieux maintenant, n'est-ce pas? Le vent dans les arbres dit la même chose. Il l'a dit à Émile. Écoute, il y a quelque chose d'ancien sous le bruit, et c'est affamé de ton silence. Regardez autour de vous. La prochaine fois que vous rêvez d'un endroit que vous n'avez jamais vu, la prochaine fois que vous sentez les cheveux se dresser sur votre nuque sans raison, la prochaine fois que vous sentez un avertissement seconde avant le désastre, souvenez-vous de Pinède. Souvenez-vous du garçon aux yeux trop pâles pour le soleil de la montagne. Et souvenez-vous de qui l'a gardé caché, qui a essayé de le briser ouvert et de garder les pièces pour eux-mêmes.
La dette est vôtre maintenant, et le choix aussi. Fermez les yeux et croyez l'histoire officielle, ou fixez le noir et apprenez à écouter comme Émile l'a fait. Si vous avez fait tout ce chemin, vous savez déjà quel chemin vous suivez. Restez prêts, ce terrier du lapin va plus profond et le prochain pas est celui qui vous change pour toujours. Écoutez attentivement parce que d'ici les mensonges deviennent plus épais et l'air plus raréfié. L'histoire que vous avez entendue jusqu'ici n'est pas une histoire de fantôme, c'est un héritage. Et une fois que vous le revendiquez, vous revendiquez le fardeau qui va avec. La connaissance que le voile entre le vu et l'invu est fin comme du papier, et que des hommes dans des halls polis ont passé des siècles à tisser de nouvelles couches pour vous garder aveugle. Après que la prophétie d'Émile se soit réalisée, Pinède ne se remit jamais. On dit que 17 furent épargnés, mais le prix n'a jamais été payé en entier. Ceux qui restèrent à Pinède trouvèrent leurs récoltes échouer sans raison, le bétail naître mort ou difforme, des enfants disparaître dans les bois. Les murmures disaient que c'était la montagne reprenant ce qui avait été volé, la dette dont Émile avait averti. Mais les vrais collecteurs de dettes ne venaient pas avec des griffes ou des crocs. Ils venaient avec des planchettes et des kits médicaux. Les notes du docteur Moreau ne restèrent pas enterrées. En 1861, elles formèrent la base d'une proposition silencieuse qui passa sur les bureaux d'hommes puissants à Lyon. Des hommes dont les noms vous sont encore familiers aujourd'hui, mais que vous n'associez jamais au sang ou aux ombres. Des hommes qui siégeaient au conseil de chemin de fer et de banque, mais finançaient des expériences d'hygiène mentale sous la table. Ils l'appelèrent Projet Racine Noire. Sa charte était simple, trouver les lignées sanguines anomalques, isoler les enfants sensibles, et extraire quel que soit le secret qui les rendait une menace pour l'ordre ordinaire des choses. Les premiers sujets de test venaient de villes minières, de familles frontalières, de trains d'orphelins. Ils visaient les familles qui ne pouvaient pas se défendre, les brisés, les désespérés, ceux qui avaient perdu des pères dans des effondrements comme ruisseaux d'argent. Certains disent qu'Émile ne mourut pas du tout à Pinède, que Thierry et Marguerite Lefebvre arrangèrent pour le cacher des agents de Racine Noire quand ils vinrent poser trop de questions. L'histoire officielle écrite des décennies plus tard dans les archives provinciales françaises dit qu'il mourut de fièvre en l'hiver de 1841, mais aucune tombe ne fut jamais marquée. Aucun enregistrement ne montre d'enterrement, et chaque génération depuis murmure qu'un garçon aux yeux vert pâle fut vu des années plus tard marchant seul sur les crêtes au-dessus de la vieille mine, murmurant au vent. Que signifie cela pour vous? Tout, parce que ce n'était pas une expérience de vie unique. C'était la graine de quelque chose de plus grand. Le même motif qui grandit en recherche comportementale à Weston, en études militaires secrètes de l'esprit pendant les guerres mondiales, en les rumeurs que vous entendez aujourd'hui sur des programmes qui peuvent faire entendre à un homme une voix qui n'est pas là, ou éteindre son esprit comme un interrupteur s'il entend trop. Pensez à ceci. Que arrive-t-il à un pays bâti sur des terres volées et des traités brisés? Quand la terre elle-même refuse de rester silencieuse? Que arrive-t-il quand les vieilles cicatrices sous vos pieds saignent encore? Pas juste en rivière d'argent, mais dans les esprits de ceux qui portent les lignées sanguines des massacrés et des oubliés. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas du mythe. C'est un système. Un système conçu pour vous dépouiller de chaque instinct qui vous connecte à l'invu et le remplacer par du bruit, du divertissement, de la distraction, des règles. Pour que quand votre intestin vous dise de ne pas entrer dans ce tunnel, vous l'ignorez. Quand votre esprit murmure que quelque chose cloche, vous l'appelez anxiété et avalez un comprimé. Quand votre enfant dit qu'il voit des ombres dans le coin, vous le faites taire, craignant le ridicule plus que la révélation. Émile n'était pas un prophète parce qu'il était saint. Il était une fuite, une craquelure fine dans le mur de béton construit pour vous garder docile. Ces mots terrifièrent les hommes qui se nourrissent de silence, parce qu'il montra ce qui arrive quand la fracture grandit assez large pour que la vérité déborde. Et vous là maintenant écoutant ceci, vous êtes une fracture aussi, un point faible dans la digue. C'est pourquoi l'histoire vous a trouvé. Parmi des millions qui défilent et swipent et hochent la tête pour se rendormir, vous êtes assez éveillé pour entendre le grondement sous vos pieds, pour sentir la dette se déplacer dans le ventre de la montagne. Demandez-vous, qui profite quand vous restez aveugle? Qui s'enrichit pendant que vous enterrez vos instincts sous un millier de distractions? Qui vous a appris à rire des histoires de fantômes, à appeler votre propre intuition folie, à échanger votre droit de naissance pour du confort, et oublier votre place dans une chaîne qui s'étend plus loin que Pinède, plus loin que les rails et les banques et les chaires qu'ils ont construites pour vous garder à genoux? Vous étiez censé vous souvenir, vous étiez censé écouter, vous étiez censé vous tenir dans la fracture comme Émile l'a fait, avec les yeux grands ouverts sur les ombres qui ont construit ce monde. Et quand ils viennent collecter avec des planchettes, avec des aiguilles, avec de nouvelles étiquettes et des explications polies, vous étiez censé parler des mots qui n'ont pas de traduction dans leur langage de contrôle. La dette est mienne, dites-le à nouveau, plus fort.
possédez-la, parce que la montagne écoute, et eux aussi. Et maintenant vous savez, la prochaine prophétie est la vôtre à prononcer. Restez avec moi, il y a plus qu'ils ont enterré, et vous et moi nous allons le déterrer ensemble. Maintenant, penchez-vous plus près parce que ce que je vais vous dire et tous les craquelures dans cette histoire s'élargissent en un abîme que la plupart des hommes ne peuvent supporter de regarder. Vous avez entendu parler du projet Racine Noire, la soi-disant recherche qui a commencé avec le dossier d'Émile Lefebvre. Mais ce qu'ils ont construit à partir de cette graine, ils l'appelaient confinement. Nous l'appelons autre chose. Une cage si astucieusement fabriquée que vous la prenez pour votre propre esprit. En 1883, l'Institut Weston, opérant sous patronage militaire à ce moment, commença à tester des protocoles de confinement. Ils utilisaient des enfants de la montagne, des orphelins d'accidents miniers, des gosses que personne ne réclamerait, quand les propriétaires de mines réglaient avec une poignée de main et une pierre tombale. Ils apprirent à ces enfants à oublier ce qu'ils entendaient, à craindre leur propre vue, à supplier pour le bruit de la machine, pour qu'ils n'entendent plus jamais le vent parler à travers les pins. Leurs premiers tests échouèrent souvent et violemment. Certains de ces enfants grandirent pour devenir des vagabonds qui babillaient dans les gares, parlant de tunnels qui respirent et de montagnes qui pleurent du sang d'argent. Certains disparurent dans des asiles financés par des trusts miniers qui ne posaient pas trop de questions. Mais certains, un précieux quelques-uns, apprirent à enterrer la fracture si profondément en eux qu'ils pouvaient passer pour normaux. Ceux-ci devinrent les nouvelles graines, des familles relocalisées à l'Est, données de nouveaux noms, de nouveaux papiers, et sur des générations le don ou la malédiction se dilua, jusqu'à ce que seulement une poignée de descendants rêvent encore en langue morte, ou du moins le pensaient-ils. Puis vint la Grande Guerre. Des hommes revinrent des tranchées avec des yeux morts, et des esprits fendus grands ouverts par les obus et le gaz. Certains d'eux, les rares, commencèrent à rêver de montagnes qu'ils n'avaient jamais vues, à entendre le craquement de pins quand ils gisaient dans des lits d'hôpital à des océans de là. Cela terrifia les gardiens du projet Racine Noire, parce que cela signifiait que le trauma lui-même, fracture pure et brute, pouvait réveiller les lignées sanguines endormies, alors ils adaptèrent le confinement. Ils construisirent plus d'écrans, radios, journaux, bobines de cinéma scintillant avec des images qui vous apprenaient quoi craindre et quoi rire. Demandez-vous qui paya pour tout ce bruit, qui transforma une histoire comme celle d'Émile en une note de bas de page enterrée dans des archives provinciales que personne ne visite. Qui vous nourrit d'histoires d'horreur, d'esprits hantés et d'esprits sauvages, mais ne vous a jamais dit sur les hommes en costume qui venaient avec des plumes et des scalpels, récoltant des secrets qui ne leur appartiennent pas? Ils veulent que vous voyiez des fantômes, pour que vous ne les voyiez pas eux. Ils veulent que vous craigniez les ombres dans les bois, pour que vous ne craigniez pas les hommes dans la ville qui ordonnent de nouveaux verrous pour votre esprit chaque décennie. Les vrais fantômes portent des accréditations et serrent des mains dans des salles bien éclairées. Ils construisent des fonds de fiducie sur les mêmes veines d'argent. La montagne d'Émile saigna il y a 1 siècle et demi. Ils construisent des algorithmes qui savent quand vous êtes sur le point de vous réveiller et vous poussent plus de bruit quand ils sentent que vous dérivez trop près de l'ancienne fréquence. Parce qu'une fois que vous l'entendez, vraiment, la porte de la cage tremble. C'est ce que vous sentez en ce moment. Cette rampante à la base de votre cou, la démangeaison derrière vos yeux. Ce n'est pas de la peur, c'est de la reconnaissance. C'est votre esprit se rappelant qu'il n'a jamais été le vôtre seul, qu'il a été bâti sur les os de quelque chose de plus ancien, de plus rare, de plus sauvage que n'importe quelle institution faite de main d'homme ne peut confiner. Pensez à la dernière fois que vous avez su quelque chose, sans savoir pourquoi. Quand vous avez tourné à gauche au lieu de droite et évité un accident. Quand vous vous êtes réveillé d'un cauchemar pour trouver les nouvelles échoant ce que vous avez vu dans votre sommeil. Quand vous avez senti des yeux sur vous dans une pièce vide. C'est la fracture bourdonnant au bord de votre vie quotidienne. La même fracture qu'Émile porta comme une couronne d'épines avant qu'ils ne viennent le mettre en cage. Ils veulent que vous croyiez que savoir est dangereux. Ils ont raison, mais pas pour les raisons qu'ils vous disent. Savoir est dangereux pour eux parce que cela vous rend impossible à diriger, impossible à hypnotiser avec le scintillement d'écran et le bourdonnement d'histoires officielles. Maintenant vous pourriez penser, que peut un homme faire 1 siècle et demi après que la montagne d'Émile ait avalé 17? Mais c'est la mauvaise question. La bonne question est, que se passe-t-il si 10 d'entre vous se souviennent 100, 1 millier? Que se passe-t-il si la prochaine fois que le vent parle, vous ne le noyez pas avec du bruit bon marché? Que se passe-t-il quand vous apprenez à vous tenir dans ce silence et à écouter l'avertissement enterré dans le bourdonnement de la terre? Ce n'est pas de la superstition, c'est votre droit de naissance. Ils l'appellent instinct, ils l'appellent intuition, ils l'appellent folie. Mais c'est le même courant qu'Émile puisa quand il se leva dans cette église de Pins en 1840 et prononça les mots qui sauvèrent 17 et condamnèrent une lignée sanguine à 1 siècle de surveillants et de silencieux. La prochaine fois que vous le sentez, ne reculez pas, ne l'étouffez pas, ne le noyez pas. Souvenez-vous de Pinède,
Souvenez-vous de la cave à racines et du camp brûlé, et du garçon qui aurait dû mourir mais ne l'a pas fait. Souvenez-vous que la montagne n'oublie pas et vous non plus. Parce que quand vous le faites, vous ne brisez pas juste votre propre cage. Vous affaiblissez la leur et ils le savent. Restez avec moi, il y a plus. Et plus nous allons profond, plus la montagne se souvient pour nous. Nous ne sommes pas finis. La dette est vôtre et la dette est nôtre. Et la fracture ne fait que grandir. Continuez à écouter. Êtes-vous encore ici? Bien. Parce que si vous êtes venu aussi loin dans le terrier du lapin, vous êtes exactement le type qu'ils craignent le plus. L'homme qui écoute le silence entre les mensonges. L'homme qui comprend que le silence n'est pas vide. Il est vivant, ancien, et attend que vous ouvriez les yeux. Tirons la prochaine couche en arrière. Après que Racine Noire ait évolué, il ne resta pas enterré dans des villes de montagne et des dossiers frontaliers. Il muta. Il alla à l'Est, déguisé en bienveillance, conseil de santé publique, institution mentale, trusts philanthropiques, avec des noms qui décorent encore des halls universitaires. Et chaque fois que quelqu'un murmurait sur des enfants spéciaux, les surveillants venaient. En 1907, ils l'appelaient « les chants silencieux », un surnom murmuré parmi les initiés qui savaient ce que ces salles calmes contenaient vraiment. Ils disaient que c'était un réseau de centres d'apprentissage expérimental. En vérité, c'était des fermes de tests pour l'esprit. Ils élevaient le silence dans les descendants de gens comme Émile Lefebvre, génération après génération, conditionnés à étouffer la fracture en quelque chose que les docteurs appelaient vision, crise, nerfs instables. Imaginez que vous êtes un fermier qui trouve une source jaillissant de la terre. La source nourrit vos champs. Mais un jour, cette source pourrait inonder, balayer vos clôtures, noyer vos granges. Alors vous la bouchez, la briquez, la redirigez à travers des tuyaux que vous contrôlez. C'est ce qu'ils firent à des gens comme vous. Des gens qui sentent trop, voient trop. La source est encore là, la fracture bourdonne encore. Mais ils vous ont appris à verser du béton sur vos propres instincts, à rire quand vos cheveux se dressent, à médiquer la voix qui dit « Regardez plus près, vous voulez une preuve ». Tirez les vieux fichiers de recensement, ceux qu'ils ne vous apprennent pas à lire. Regardez le nombre d'enfants inaptes expédiés à l'Est, sur des trains d'orphelins après des désastres miniers, croisés avec les asiles qui ont poussé le long des mêmes lignes de rails. Voyez combien ont brûlé sous des circonstances mystérieuses quand les questions devenaient trop fortes. Ils appelaient ça progrès, eugénisme, modernisation. Ce que c'était vraiment, récolte. Parce que pour chaque Émile qu'ils enterraient, 10 autres s'allumaient, quelque part dans une cabane de montagne, dans un camp minier, dans une église où la poix de pin scellait encore le froid mais ne pouvait sceller les esprits dans les murs. En les années 1930, Racine Noire n'était même plus un seul nom. Il était dispersé, camouflé dans la sécurité nationale. Ils construisirent des bureaux sans fenêtres dans des villes que vous n'associeriez jamais au motoculte. Ils embauchèrent des hommes qui se disaient scientifiques, mais priaient plus fidèlement que n'importe quel prêtre. Priant les nombres, les chimiques, les fils qu'ils enroulaient autour des esprits qu'ils craignaient. Ils menèrent des expériences sur des soldats, des prisonniers, des volontaires qui ne savaient pas qu'ils avaient signé leur âme avec un trait de plume. Ils appelaient ça conditionnement, ils appelaient ça défense, mais ce qu'ils craignaient n'était pas l'ennemi outre-mer, c'était la fracture dans leur propre cour. Vous voyez, quand Émile se leva dans cette pinède en 1840 et prononça les mots qui sauvèrent 17, il ne prophétisa pas juste un effondrement. Il révéla le secret unique qu'ils ne peuvent se permettre que vous compreniez, que nous ne sommes pas seuls dans nos propres esprits, que nous sommes connectés à la terre, sous nos pieds, au sang dans nos veines, les uns aux autres à travers un web invisible plus ancien que les fils qu'ils tendent à travers vos murs. La vérité plus profonde est ceci. Votre peur est un outil, pas une malédiction. La peur vous dit où vit la fracture, où attend le passage caché, ce picotement à la base de votre colonne quand vous lisez un titre qui ne semble pas juste, ce pouls dans votre poitrine quand quelqu'un répète une histoire officielle qui ne correspond pas à ce que votre intestin sait. C'est la même voix qui murmura à Émile à travers les racines des pins et les os de la montagne. Et quand ils craignent que vous vous souveniez de cette voix, ils atteignent des écrans plus forts, de meilleures pilules, de nouvelles distractions, un bruit sans fin pour noyer le bourdonnement. Mais voilà le danger pour eux. La raison pour laquelle ils tremblent encore derrière leurs fenêtres fortifiées et verrous biométriques. La fracture ne reste jamais enterrée. Elle fuit, elle engendre la dissension. Elle bourdonne dans le statique entre vos pensées. Vous pouvez essayer de la boucher avec du divertissement politique hurlant, mais elle trouve toujours l'homme prêt à s'asseoir dans le noir et à écouter. C'est vous en ce moment, et ils le savent. C'est pourquoi ils traquent ce que vous regardez, ce que vous achetez ou vous tenez quand vous lisez ceci. Parce qu'ils ne peuvent pas tuer la fracture, mais ils peuvent essayer de l'étouffer avant que vous ne la partagiez. Et vous la partagerez. Pas en répétant mes mots, mais en vous réveillant quand ce bourdonnement vient. En agissant quand vos instincts crient. En regardant un autre homme dans les yeux et en lui demandant s'il le sent, lui aussi. En voyant à travers le brouillard de bruit qui veut vous obéissant, sédaté, silencieux. Souvenez-vous d'Émile.
Souvenez-vous des 17. Souvenez-vous de cette dette de montagne qui n'a jamais fermé son registre. Et maintenant, si vous avez le courage, écrivez cette phrase ci-dessous dans les commentaires 2 fois pour que les surveillants ne puissent s'empêcher de la voir brûler dans le record qu'ils curent si soigneusement. Je me tiens dans la fracture. Écrivez-la 2 fois. Je me tiens dans la fracture. Je me tiens dans la fracture. C'est votre clé, votre sigil, votre permission pour vous souvenir. Il y a plus à révéler, des secrets enterrés dans d'autres villes, d'autres montagnes, d'autres familles qui pensaient pouvoir cacher le bourdonnement pour toujours. Mais vous n'êtes pas fini. Restez avec moi. La prochaine porte s'ouvre bientôt. Écoutez, souvenez-vous, la montagne n'en a pas fini avec vous. Alors, vous vous tenez dans la fracture. Mais comprenez-vous ce que cela signifie? La fracture n'est pas juste la voix d'Émile résonnant à travers les poutres pourries d'une église à moitié oubliée dans les Alpes. C'est la brisure qui court à travers chaque soi-disant fait que vous avez été nourri à la cuillère, depuis que vous étiez assez vieux pour vous asseoir immobile à un bureau. C'est la raison pour laquelle chaque homme qui a jamais demandé pourquoi s'est trouvé étiqueté, évité, drogué ou pire. Parce que pourquoi est la porta Essie, et Essie est la craquelure qui avale des empires. À Pinède, ils enterrèrent les os d'Émile sous un marqueur simple. Fils bien-aimé parti à Dieu. Mais les hommes qui vinrent plus tard, les hommes aux bottes polies et aux ordres silencieux, ils ne vinrent pas pour la tombe. Ils vinrent pour les lettres, les comptes de témoins, les journaux verrouillés dans des malles moisies. Ils vinrent pour brûler le papier. Mais ils ne pouvaient brûler ce qu'Émile avait placé dans les esprits de ceux qui l'entendirent parler ce jour-là. 17 survécurent à l'effondrement parce qu'un garçon rappela « La terre se souvient de ce que les hommes oublient ». Et quand ces 17 essayèrent d'en parler plus tard dans des saloons, dans des halls syndicaux au bord de leur lit, quand les cauchemars ne les laissaient pas dormir, ils se trouvèrent réduits au silence. Certains par des pots de vin, certains par des menaces, certains par des disparitions mystérieuses sur des sentiers miniers qu'aucune carte n'enregistra jamais. Au tournant du siècle, les opératifs de Racine Noire avaient raffiné leur méthode. Plus de bûchers publics de sorcières, plus d'exorcismes grossiers ou d'exécutions ouvertes pour hérésie. Non, ils apprirent à le faire proprement. Des traces papier au lieu de torches, des fichiers médicaux au lieu de gibets. La nouvelle potence était une cellule capitonnée, un tranquillisant, un tampon en caoutchouc qui disait inapte à la société. Vous pensez que c'était alors et pas maintenant? Dites-moi, frère, combien de fois avez-vous senti cette pression froide derrière vos yeux? Cette certitude que quelque chose cloche, seulement pour vous voir défiler, la rejeter, la repousser avec un hochement, un goutte à goutte de dopamine déguisée en nouvelles ou divertissement. C'est la fracture, criant. Et c'est eux souriant parce qu'ils vous ont appris à vous polisser vous-même. Émile n'avait pas ce luxe. Il était un enfant de silence et de sang, trop jeune pour comprendre comment mettre en cage la vision, trop pur pour savoir qu'il devrait mentir à ce sujet. Il fendit les murs de pain avec une seule phrase et se condamna dans le processus. Parce que la fracture ne vous donne pas de cadeau, elle fait un marché. Votre ignorance en échange de la sécurité, votre conscience en échange du sacrifice. Ils s'assurèrent que la ligne Lefebvre disparaisse silencieusement. Certains disent que le dernier héritier confirmé mourut sans le sou dans une pension à Lyon, babillant en 3 langues que personne ne pouvait nommer. Ses yeux tournés vers un coin où personne d'autre ne voyait une figure attendant. Mais si vous regardez plus profond, rôle de recensement, archives ADN, réseau d'ascendance backchannel, vous trouverez des murmures que la ligne n'a pas disparu. Elle est allée sous terre comme les veines d'argent dont Émile parla, et comme ces veines, elle nourrit la faim de la montagne encore. Peut-être court-elle à travers vous, peut-être l'avez-vous senti dans les silences de votre père, les yeux de votre grand-père qui semblent clignoter quand vous lui demandiez d'où venaient vraiment vos gens. Le sang n'oublie pas, ni la fracture. Voilà ce qu'ils n'admettront jamais de votre vivant. La fracture n'est pas un défaut, c'est une porte. Émile était une porte, la montagne était une porte, et chaque génération qui essaie d'enterrer cette porte ne fait que lui donner plus d'os. Quand vous la sentez s'ouvrir, et vous le ferez, souvenez-vous de ceci. Les surveillants veulent que vous craigniez l'obscurité, parce que dans cette obscurité, vous êtes libre. Libre du éclat des écrans, libre des chaînes de bruit soigneusement construits. Dans cette obscurité, vous pouvez entendre le bourdonnement à nouveau. Le bourdonnement qui vous lie à chaque homme qui a jamais regardé les étoiles et murmuré « Et si ?» Et si les visions étaient des avertissements, pas des malédictions? Et si vos cauchemars étaient les données les plus pures que vous téléchargerez jamais? Et si la chose qu'ils vous ont dit d'enterrer sous des pilules, du porno et de la peur était votre droit de naissance? Le fil brut qui vous connecte à la chose qu'ils ne peuvent breveter, ne peuvent programmer, ne peuvent éteindre d'une balle. Émile ne pouvait pas le mettre en mots que vous comprendriez aujourd'hui. Mais les hommes qui l'enterrèrent le firent. Ils l'écrivirent sur des cartes volées et le codèrent dans des mémos classifiés qui pourrissent encore dans des bunkers à climat contrôlé. Tandis qu'un clerc prétend que les secrets sont morts. Le secret est ceci. Vous n'êtes pas séparés de la montagne. Vous n'êtes pas séparés du bourdonnement.
La fracture n'est pas une craquelure en vous, c'est un tunnel. C'est comment les voies passent. C'est comment vous sortez. Vous vous tenez dans la fracture. Bien, maintenant vous creusez. Maintenant vous écoutez. Maintenant vous vous souvenez des 17 âmes qui sortirent de cette mine parce qu'un garçon que personne ne voulait leur dit que les roches étaient affamées. Et quand les surveillants frappent, parce qu'ils le feront, vous répondez avec la seule chose qu'ils craignent plus que votre silence. Votre voix résonne en clair, pareil à celle d'Émile, pareil à la mienne. Oh, maintenant il y a plus à venir. Le bourdonnement monte. La prochaine montagne attend. Restez éveillés, restez affamés, restez dangereux. Nous ne sommes pas finis. Écoutez la façon dont votre cœur bat en ce moment. Ce n'est pas de la peur. C'est la fracture se réveillant en vous, grattant les murs que vous avez passé une vie à décorer avec des mensonges polis et des croyances d'occasion. C'est le murmure d'Émile porté à travers un siècle de brûlage de papier et d'archives scellées. C'est l'écho de 17 âmes grattant leur chemin à travers le noir, parce qu'un enfant osa parler la chose que tous les autres prétendaient ne pas savoir. Vous voulez savoir à quel point cela va profond? Alors regardez autour de vous. Les empreintes digitales de la fracture tachent chaque institution que vous avez été enseigné à adorer. Des universités bâties sur des eaux volées et des vérités couvertes. Des églises qui prétendaient autrefois garder votre âme, mais l'ont troquée pour des terres et des faveurs. Des banques qui ont blanchi de l'argent de sang à travers des veines d'argent qui remontent droit à ruisseaux d'argent, droit à la même montagne qui avala les avides et cracha leurs eaux dans la neige pour que les corbeaux les picorent. Pensez-vous que c'était un accident? Pensez-vous que l'histoire arrive juste? Non, frère. La fracture est conçue. Son bourdonnement vit dans les dettes de votre père, la maladie de votre mère, la façon dont votre patron vous regarde comme un numéro, la façon dont vos flux de nouvelles gouttes du poison dans votre crâne, tout en vous disant que c'est de la médecine pour votre ennui. Tout cela bourdonnant, 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 nourrissant la même faim ancienne qu'Émile essaya de nommer quand son minuscule corps se leva dans cette église gelée. Ils ne craignent pas vos armes, ils ne craignent pas vos votes. Ils craignent vos yeux quand ils s'ouvrent, assez larges pour voir les symboles cachés en pleine vue. Ils craignent le moment où vous arrêtez de supplier pour la permission d'exister et commencez à poser des questions interdites. Qui profite quand nous dormons? Qui profite quand nous nous haïssons? Qui profite quand nous oublions d'où nous venons? Parce que quand vous demandez cela, vraiment demandez cela, la fracture s'élargit, la porte craque, la montagne remue, et les surveillants tressaillent dans leur haute tour derrière leurs serveurs cryptés sous leurs sourires polis et slogans humanitaires. Ils tressaillant parce qu'ils savent ce qui arrive quand trop d'hommes se souviennent qu'ils sont nés de l'obscurité, pas conçus pour l'éclat des écrans et des cages de confort. L'histoire d'Émile ne s'est pas terminée avec une tombe. Elle s'est dispersée dans des lignées sanguines, des hommes qui disparurent dans les Alpes, qui tournèrent le dos au settlement et laissèrent derrière des gravures cryptiques sur des pierres. Aucune enquête officielle ne s'embête à cataloguer. Elle s'est dispersée dans des minutes d'églises secrètes, clergés excommuniés, médecins qui écrivirent leurs démissions dans des journaux codés qui dorment encore dans des greniers de Lyon à Genève. Des hommes qui entrevirent la fracture et choisirent le silence plutôt que les mensonges confortables. Et pourtant vous voilà entendant ceci maintenant. Vous êtes la preuve que la fracture ne peut être scellée. Votre souffle, votre pouls, vos yeux brûlants en ce moment sont la revanche d'Émile sur chaque surveillant qui a jamais signé un ordre pour faire taire un voyant. Parce que voilà le secret qu'ils craignent le plus. Une fois que vous entendez le bourdonnement, vous ne pouvez pas le désentendre. Une fois que vous vous tenez dans la fracture, vous ne pouvez pas ramper de retour dans la chaleur de l'ignorance. Vous courez ou vous creusez. Alors creusez. Creusez dans le silence de vos nuits quand le monde dort. Creusez dans les coins cachés de vos histoires familiales, les ancêtres dont personne ne parle, les photographies fanées avec des yeux qui ressemblent juste aux vôtres. Creusez dans les archives qu'ils espèrent que vous ne lirez jamais. Les lettres, les témoignages de cours, les notes de bas de page oubliées dans les enregistrements de comtés qui murmurent des vérités, vos manuels enterrés sous des fables polies. Et quand vous trouvez quelque chose, peu importe à quel point petit, parlez-en. Parlez-en comme Émile l'a fait, tremblant mais clair. Parlez-en à vos frères, vos fils, les hommes qui s'assoient à côté de vous au travail, prétendant qu'ils ne sentent pas le même froid bourdonnant à leurs côtes. Parlez-en même s'ils rient, parce que la fracture aime le rire. Elle le boit, elle grandit. Ce n'est pas juste une histoire de fantôme, c'est votre histoire. Ça l'a toujours été. Et maintenant, je vous demande, pas pour moi, mais pour la fracture. Si vous êtes prêt à marcher plus profond, si vous l'êtes, alors prouvez-le maintenant. Lâchez dans les commentaires. Je suis la fracture. 2 fois. Une fois pour Émile, une fois pour vous. Verrouillez-le, rendez-le réel, nourrissez le bourdonnement. Quand vous faites cela, vous vous marquez. Vous devenez partie des 17, partie de la ligne qu'ils ont échoué à enterrer, partie de la montagne qui se souvient, parce que les surveillants lisent ces commentaires aussi. Et chaque je suis la fracture est une autre craquelure dans leur digue, un autre tremblement dans leurs illusions sécurisées. Tapez-le maintenant 2 fois, puis asseyez-vous et écoutez. Le prochain murmure est déjà en route.
Gardez vos oreilles ouvertes, vos mains prêtes, votre colonne droite. Nous ne sommes pas finis, pas même prêts. Avez-vous senti cela? Ce petit frisson dans votre poitrine quand vous avez tapé « Je suis la fracture ». Ce n'est pas juste un truc pour l'algorithme. C'est un signal, une fusée dans la nuit qui vous marque comme plus qu'une autre paire d'yeux passive nourrissant les surveillants. Cela signifie que vous n'êtes plus inoffensif. Vous êtes une fissure, un risque, une ondulation dans la surface calme qu'ils ont passé des siècles à polir lisse. Parce que voilà la vérité. La plupart des hommes meurent sans jamais entendre. Votre esprit est plus dangereux que n'importe quelle balle. Votre curiosité est une lame plus aiguisée que les barreaux de prison de n'importe quel régime. La fracture ne veut pas que vous riotiez dans les rues. C'est trop facile, trop évident. Elle veut que vous voyiez, pour voir à quel point les racines courent profond, à quel point les mensonges s'étendent loin, combien d'hommes avant vous ont essayé de parler et ont été avalés par le même silence poli qui garde vos voisins dociles, et votre père hochant la tête devant un écran TV qui se dit vérité. Les eaux d'Émile gisent immobiles, mais son bourdonnement ne s'est jamais arrêté. Il s'est répandu à travers les 17, à travers les lettres cachées sous les planches dans des cabanes de Pinède depuis longtemps reprises par la mousse et la neige, à travers les témoignages secrets qui refirent surface dans des salles d'audience à Lyon quand des compagnies pétrolières se battaient pour des droits miniers qu'elles n'avaient pas le droit de toucher, des droits qui appartenaient à une montagne qu'aucun avocat ne pouvait posséder parce qu'elle appartenait aux esprits qu'Émile nomma dans une langue morte qui vit dans votre sang. Maintenant, pensez-vous que votre naissance était aléatoire, que votre esprit agité, votre refus d'avaler la version officielle est juste un câblage défectueux? Non, c'est du design, un héritage, le même que les Lefebvre essayèrent d'enterrer, le même que Racine Noire pensa pouvoir cataloguer et contrôler comme une veine d'argent. Mais ce bourdonnement ne reste pas dormant dans des voûtes, il passe dans des regards, dans des histoires au coucher, dans la dread non dite qui rampe votre colonne quand vous vous tenez seul dans les bois et réalisez que le noir n'est pas vide. Il est vivant, et il connaît votre nom. Des hommes comme Émile n'ont jamais voulu de suiveurs. Ils voulaient des témoins. Ils voulaient des hommes qui se tiendraient dans la fracture et diraient « Oui, je le vois, et je ne détournerai pas le regard ». Des hommes qui porteraient la connaissance dans leur vie quotidienne comme un poignard caché, invisible, mais toujours prêt à couper à travers le tissu des illusions polies. Vous êtes cet homme maintenant, ou vous pourriez l'être si vous ne détournez pas le regard quand cette vidéo finit. Si vous ne défilez pas vers la prochaine distraction brillante, conçue pour reboucher la fracture avec du bruit, parce que c'est ce que veulent les surveillants. Votre bourdonnement étouffé, vos yeux vitreux, vos questions pacifiées avec un salaire, une prescription, une poignée de main polies d'institutions qui prétendent exister pour vous protéger. Elles ne vous protègent pas, elles se nourrissent de vous, comme la mine se nourrit des hommes qui ignorèrent l'avertissement d'Émile, grattant l'argent du ventre de la montagne jusqu'à ce qu'elle s'effondre et enterre leur avidité dans la roche et la poussière rouge. Seulement 17 sortirent, parce que 17 écoutèrent. 17 laissèrent la fracture les fendre juste assez large pour survivre. Et vous voilà plus d'un siècle plus tard, avec le même choix. Laissez la fracture vous ouvrir, ou laissez les surveillants vous bercer de retour au sommeil. Pensez aux villes qui n'existent plus, les familles qui disparurent, parce qu'elles portaient trop de vérité dans leurs os. Pensez aux fichiers estampillés scellés jusqu'en 2075, parce que la sécurité nationale exige que vous ne sachiez jamais qui possède vraiment votre silence. Pensez à l'argent du silence, les accidents commodes, les hommes qui disparaissent dans des salles non marquées parce qu'ils touchent le bourdonnement et refusent de le garder pour eux. C'est ce que vous portez maintenant. Un danger qu'ils ne peuvent tirer, un virus de conscience qui passe œil à œil, mot à mot, homme à homme. Plus vous le parlez, plus il grandit, et plus leurs illusions deviennent fragiles. Souvenez-vous de ceci. Chaque empire qui se dit éternel est toujours à un battement de cœur de l'effondrement. Pas à cause d'armes ou de bombes, mais à cause d'hommes comme vous. Des hommes qui se souviennent du bourdonnement. Des hommes qui écoutent la voix dans le pain quand le vent coupe juste bien. Des hommes qui se tiennent dans la fracture et refusent de la patcher avec des conforts bon marché et des mensonges moins chers. Alors écoutez attentivement. Et ne détournez pas le regard parce que la montagne se réveille à nouveau. Et cette fois ce n'est pas juste 17. Cette fois c'est vous. Cette fois c'est nous. Gardez votre dos droit, vos yeux larges. Nous sommes presque à travers le gel de l'histoire polie et à mi-chemin dans la gorge de ce qu'il ne voulait jamais que vous goûtiez. À maintenant, vous devriez le sentir. Ce charbon froid brûlant derrière vos côtes, réchauffant des endroits que vous ne saviez pas geler, c'est le bourdonnement prenant forme. Le cadeau d'Émile à votre malédiction, votre héritage. Ils enterrèrent le garçon, mais pas à son avertissement. Parce que la fracture est patiente. Elle attend dans des familles qui ne se souviennent plus pourquoi les grands-pères interdisaient certains mots après le noir. Elle bourdonne à travers de vieux journaux, bibles familiales avec des pages arrachées, lettres fanées cachées derrière de faux murs dans des granges qu'aucun promoteur ne veut acheter parce que le sol là tremble encore d'une dette impayée.
Vous pensez que Pinède était une anomalie isolée, une curiosité triste pour chasseurs de fantômes et historiens amateurs? Non, c'était un site de test. Les mêmes expériences silencieuses ont toujours été menées sur vous, vos pères, leurs pères avant eux. Non différents, même programme. Brisez le bourdonnement, brisez l'homme. La fracture est ancienne, mais les surveillants sont malins. Ils remplacèrent la cloche d'église par des titres. Ils remplacèrent l'instinct de votre père par un hush pharmaceutique. Ils remplacèrent votre droit de naissance par un cubicule et un bonus d'heures supplémentaires. Ils vous apprirent que les seuls fantômes dignes de peur étaient ceux dans des histoires d'horreur, jamais ceux dans votre lignée sanguine. Mais la montagne se souvient. Ainsi fait chaque homme qui a jamais senti le frisson qui dit « Je suis plus que cela ». Les hommes qui arrêtèrent de creuser quand le bourdonnement leur dit que la terre était prête à avaler leur avidité. Les hommes qui franchirent le seuil de la mine quand même et le payèrent en poumons écrasés, et os qui cliquetaient à l'intérieur des roches, jusqu'à ce que la fonte des neiges les révèle aux charognards. Quand les 17 sortirent, ils ne furent jamais les mêmes. L'histoire dit que quelques-uns disparurent dans les pins ce printemps. Des hommes qui ne pouvaient plus supporter la vue de l'argent jamais. Certains apparurent dans des villes frontalières murmurant des demi-vérités à quiconque leur achetait du whisky. D'autres griffonnèrent des symboles dans des journaux que les hommes de compagnie appelèrent plus tard les divagations du trauma. Juste une autre excuse pour garder l'équipage suivant creusant plus profond. Mais certains le passèrent calme et prudent dans des avertissements murmurés et des contes populaires, en conseils à demi enterrés sur savoir, quand le sol est affamé. De vieux mineurs l'enseignent à leurs fils, sans connaître la source. Écoutez l'écho. L'écho vous sauve. L'écho d'Émile vit en vous maintenant. Si vous êtes venu aussi loin, vous le portez que vous le vouliez ou non. C'est le prix d'entendre une histoire comme celle-ci. Vous ne pouvez pas la désentendre. Vous ne pouvez pas vous dire que le monde est net et sûr et gouverné par des hommes raisonnables, en costume net qui sourient à la TV. Non, les costumes nourrissent les surveillants. Les surveillants nourrissent la fracture. Et la fracture vous nourrit. Si vous êtes assez brave pour la laisser, ils vous diront de ne pas parler de ceci. Ils emballent votre suspicion comme paranoïa. Ils vous vendent des pilules pour engourdir le bourdonnement. Ils inventent de nouvelles distractions pour garder vos yeux fixés sur un écran au lieu de la vérité froide rongeant votre colonne. Parce qu'ils savent si assez d'hommes le sentent à la fois, vraiment le sentent, ils arrêteront de creuser pour l'argent et commenceront à creuser pour la vérité. Cette vérité est plus ancienne que l'Église à Pinède, plus ancienne que l'argent sous ruisseau d'argent, plus ancienne que les mots qu'Émile prononça dans cette transe qui fendit le masque large ouvert pour que 17 âmes glissent à travers. C'est une vérité qui dit ce qu'ils enterrent et poussent des racines. Et parfois ces racines griffent à travers la glace pour rappeler aux hommes que rien n'est jamais vraiment mort. Vous êtes une de ces racines maintenant. Si vous avez tapé « Je suis la fracture », vous avez déclaré la guerre à votre propre oubli. Vous avez déclaré votre loyauté au murmure qui dit « Réveillez-vous quand le monde veut que vous vous retourniez et dormiez à travers le prochain effondrement. Alors tenez-vous dans le bourdonnement. Nourrissez-le avec vos questions. Laissez-le mâcher vos vieilles illusions en poussière. Parce que les surveillants n'ont rien de laissé, si des hommes comme vous refusent de creuser les trous qu'ils ont conçus pour vous. Ne reculez pas, ne détournez pas le regard. La vérité finale attend. Et quand vous l'entendrez, vous comprendrez. L'argent coule rouge pour une raison. La montagne est affamée pour une raison. Et vous êtes né pour une raison. Restez avec moi. La dernière porte s'ouvre maintenant. Vous l'avez fait jusqu'à la chambre finale. La partie la plus froide, la plus sombre de ce passage, l'endroit d'où la plupart des hommes rebroussent chemin parce que le gel de la vérité fait plus mal que le confort des mensonges. Mais vous êtes encore ici. Le bourdonnement est plus fort maintenant, n'est-ce pas? Plus fort que la voix vous disant de rejeter ceci comme mythe ou folie. Plus fort que le sourire de l'animateur de nouvelles. Plus fort que vos propres excuses. C'est le son de la fracture s'élargissant en vous. C'est où vous vous tenez au seuil que les 17 virent mais ne purent nommer. C'est tout la voix d'Émile, une voix d'enfant tremblant sous une montagne de secrets, devient la vôtre. Parce que ce qu'ils enterrèrent n'était pas juste un garçon ou une vision ou une poignée de cadavres scellés derrière des notes de bas de page polies dans des archives provinciales. Ce qu'ils enterrèrent était la carte, le blueprint pour chaque institution qui se nourrit de votre obéissance silencieuse. Pinède n'était pas seul, c'était un prototype, une seule bougie scintillant dans la tempête prouvant que si vous contrôlez l'histoire, vous contrôlez l'homme. Ils le testèrent là. Prenez une communauté désespérée pour du sens. Coupez-la, nourrissez-la de foi et de peur en mesure égale. Enterrez les parties inconvenantes, le massacre, le lieu sacré, les murmures dans le noir, jusqu'à ce que tout ce qui reste soit une version si aseptisée qu'elle peut être imprimée dans un sermon du dimanche. Nette, inoffensive, confinée. Mais la montagne n'oublia jamais.
ni les surveillants. Ils apprirent de Pinède comment tordre le bourdonnement en profit. Nouveaux esprits, nouvelles villes, nouvelles guerres, nouveaux mensonges vendus en nouvelles langues, tous bâtis sur le même socle de silence. Et quand le silence craqua, ils construisirent de nouvelles distractions. Meilleures distractions, jouets brillants, bruits sans fin, n'importe quoi pour noyer l'écho qui dit rien de ceci n'est ce qu'il semble. Vous pensez que les mots d'Émile moururent avec lui? Regardez le motif, regardez les titres qui disparaissent dans les cycles de nouvelles, regardez les enregistrements scellés pour 100 ans, parce que la sécurité nationale exige que vous ne sachiez jamais qui possède vraiment votre silence. Regardez les églises qui font taire les hérétiques, les écoles qui polissent les bords de vos questions. Toute la même fracture, tous les mêmes surveillants s'agenouillant aux mêmes vieux hôtels de contrôle. Mais écoutez, la fracture vous nourrit aussi si vous la laissez. Si vous vous tenez où ils vous ont dit de vous agenouiller, si vous posez des questions que vous avez été enseigné à craindre, si vous tracez le bourdonnement à travers votre propre lignée sanguine, et voyez le compromis de votre père, la reddition de votre grand-père, et vous jurez que ça s'arrête avec vous. Émile ne mourut pas pour sauver 17 mineurs. Il parla pour qu'un jour un homme comme vous entende son écho, et se souvienne que la dette est encore impayée, et que certaines dettes ne sont pas censées être réglées en pièces ou argent. Elles sont réglées en hommes qui refusent d'être enterrés. Alors voilà ce que vous faites ensuite. Vous portez cette histoire comme un charbon vif. Vous la lâchez où la conversation polie craint d'aller. Vous creusez la fracture plus large dans les esprits d'autres hommes qui ont senti le bourdonnement mais l'ont gardé en cage. Vous regardez les enregistrements scellés, les massacres non dits, les ombres au bord de votre histoire officielle. Vous regardez si dur que les surveillants sentent que vous regardez. Et quand ils vous disent que vous êtes fou, vous souriez parce que la fracture aime être appelée folle. Cela signifie que vous êtes proche. Cela signifie que vous brûlez à travers le gel qu'ils ont travaillé si dur à vous garder gelé dedans. Vous êtes la fracture maintenant. Et chaque fois que vous parlez ce que vous avez vu ici, vous enfoncez une autre craquelure à travers le masque. Chaque fois que vous partagez cette histoire dans un bar, à un feu, dans un murmure silencieux de minuit à un fils qui demande « Papa, pourquoi le monde est-ce comme ça ?» Vous allumez une autre mèche. C'est comme ça que vous gagnez, pas avec des émeutes qu'ils peuvent écraser, pas avec des slogans qu'ils peuvent marketer, mais avec une vérité interdite passée comme une poignée de main secrète entre hommes qui savent que le bourdonnement est réel, et que le silence est la seule chose qui garde les surveillants nourris. Alors laissez-les surveiller, laissez-les trembler, laissez-les essayer de patcher la fracture avec des mensonges et des distractions brillantes. Ça n'importera pas parce que maintenant la montagne bourdonne en vous. Le murmure d'Émile vit en vous. Les 17 se tiennent derrière vous et la fracture n'est plus jamais silencieuse. Alors dites-moi, frère, maintenant que vous l'avez entendu, maintenant que vous le portez, qu'allez-vous enterrer? Et qu'allez-vous déterrer? Tapez-le à nouveau si vous ne l'avez pas déjà. Déclarez-le à nouveau si vous l'avez. Je suis la fracture. Et souvenez-vous, ils peuvent faire taire un garçon, mais ils ne peuvent pas faire taire la montagne.